À la fin du XIXe siècle, Londres a été secouée par une vague de meurtres brutaux, dont les victimes étaient des prostituées. La police n'a jamais réussi à établir l'identité du criminel, mais aujourd'hui, son nom est connu de tous, Jack l'Éventreur. Sans ces événements tragiques, cet homme aurait pu rester dans l'ombre de l'histoire, et ni James Bond, ni le comte Dracula, ni même Harry Potter ne seraient devenus aussi populaires. Sherlock Holmes est le personnage littéraire le plus célèbre de l'histoire, du cinéma et de la télévision, avec plus de 200 adaptations, dont beaucoup sont familières au public. Il existe de nombreuses similitudes entre Holmes et Jack l'Éventreur, même plus que vous ne pouvez l'imaginer. Spoiler, Holmes est en fait l'Éventreur. Pourquoi? Je vais l'expliquer un peu plus tard. L'histoire de la façon dont le légendaire maître de la déduction est né est tout aussi fascinante que n'importe lequel des récits le mettant en scène. En réalité, la création de Holmes va bien au-delà du personnage lui-même. Dans cette vidéo, vous attend une véritable histoire de détective. Je vais vous parler de crimes réels qui ont inspiré la création de plusieurs détectives fictifs, en premier lieu Sherlock Holmes. D'accord, jetons un coup d'œil vers l'avenir. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Sherlock Holmes conserve sa popularité, et l'une d'elles est son approche unique de l'information. Holmes se distingue par son inlassable quête de connaissances avec un accent sur l'application pratique, ce qui, pour le XIXe siècle, est des détectives, en particulier Sherlock Holmes. D'accord, jetons un coup d'œil vers l'avenir. Pour le XIXe siècle, c'était presque provocateur. Pour le XXe siècle, expérimental. Et pour le XXIe siècle, parfait. En 1802, à bord d'un navire traversant la Manche, se trouvait Maria Grossholtz, une femme de 40 ans, voyageant à Londres avec son fils et de nombreux bagages. Dans le futur, elle sera connue sous le nom de Madame Tussaud, la créatrice du musée de cire le plus célèbre. Cependant, à ce moment-là, elle commence tout juste son chemin vers le succès et apparaît comme l'une des attractions captivantes de l'exposition londonienne. Parmi les passagers se trouvait Maria Grossholtz, une femme de 40 ans, qui en 1802 venait tout juste de commencer son chemin vers le succès. L'une des attractions les plus prisées du musée de Madame Tussaud était les têtes et figurines en cire de célèbres meurtriers britanniques auxquels étaient ajoutés des détails fascinants sur les scènes de crime ou des objets personnels des malfaiteurs. Le public londonien manifestait un vif intérêt pour ces expositions, ce qui a grandement contribué à la carrière de Madame Tussaud. Au début du XIXe siècle, elle a commencé à remarquer et à exploiter avec succès l'intérêt croissant de la société pour les crimes, en particulier pour les meurtres. À cette époque, les histoires criminelles deviennent un divertissement populaire. Un exemple frappant de ce phénomène est ce qu'on appelle les meurtres de Redcliffe. Redcliffe est un quartier résidentiel de l'est de Londres, au début du XIXe siècle, où vivaient des marins, des constructeurs navals et des plombiers liés aux chantiers voisins. L'atmosphère dans le quartier était peu sûre, car les navires étaient souvent victimes de vols, et le port accueillait des étrangers du monde entier. Un des coins de ce quartier était appelé le Dog of the Hanged et servait de lieu d'exécution pour les pirates. Le 7 décembre 1811, la jeune famille Marr emménage dans la maison numéro 29 sur Redcliffe Highway, près des docks londoniens. Dans ce quartier, où travaillaient les ouvriers des chantiers voisins, régnait une atmosphère peu sûre. Les navires étaient parfois pillés.
et le port accueillait des étrangers venus des 4 coins du monde. Un des coins de ce quartier était appelé le Dog of the Hanged, et c'est là que les pirates étaient exécutés. Timothy, le chef de la famille, se consacre à la vente de tissus. Le samedi, jour de paie, son magasin est fréquenté par de nombreux clients, ce qui le retient plus longtemps que d'habitude. Sa femme, Celia, âgée de 22 ans, reste dans l'appartement au-dessus du magasin avec leur fils de 3 mois. Dans la famille Marr, un jeune assistant de 13 ans et une servante nommée Margaret travaillent également. Vers minuit, Timothy envoie la servante chercher des huîtres pour le dîner tardif. Certains pourraient se demander « minuit, dîner, huîtres ?» Mais à cette époque, les huîtres n'étaient pas considérées comme une délicatesse. De plus, pendant les révolutions industrielles, il n'existait pas de horaire rigide de 9 à 5. Les gens vivaient de manière plus libre, donc un dîner tardif était tout à fait courant. Minuit. La servante Margaret a du mal à trouver une boutique ouverte et parvient à faire un saut chez le boulanger. De retour chez les Marr, à 20 minutes après minuit, elle découvre que la porte est fermée. Margaret commence à frapper à la porte et un gardien de nuit qui passe par là se joint à ses appels. Bientôt, Un tel horaire de dîner est compréhensible. Bientôt, un voisin se joint à eux en grimpant par-dessus la clôture entre ses jardins et celui des Marr, et il remarque que la porte arrière de la maison est entr'ouverte. Il est impossible d'entrer dans la maison, car le passage étroit est couvert de sang. Timothy Marr, sa femme, son fils et son assistant ont été brutalement assassinés. Dans une telle situation, la solution standard aurait été de contacter la police, mais à ce moment-là, elle n'existait pratiquement pas en Grande-Bretagne, dans le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Faisons une pause, un instant, pour nous éloigner de cette histoire horrifiante et examiner le contexte. Au début du 19e siècle, en Grande-Bretagne, les habitants des villes s'occupaient eux-mêmes de l'embauche de gardes. Des constables armés de matraques patrouillaient dans les rues, leur présence étant plus symbolique que pratique, rappelant les médaillons modernes. De plus, il y avait des gardiens de nuit qui patrouillaient également dans les rues. Après le coucher du soleil, les gardiens de nuit ressemblaient à des agents de sécurité typiques de supermarché. Ce étaient des hommes d'âge moyen, pas toujours en forme, qui n'étaient pas toujours capables de rattraper les criminels et acceptaient souvent des pots de vin. La fonction de la matraque était plutôt décorative que pratique, rappelant les médaillons modernes. Après le coucher du soleil, les gardiens de nuit ressemblaient à des agents de sécurité typiques de supermarché. Ils n'étaient pas particulièrement en forme et étaient d'un âge avancé, ce qui les empêchait parfois de rattraper les criminels et les amenait parfois à accepter des pots de vin. C'est probablement cela qui suscitait une attitude ironique à leur égard. Une police d'État pleinement fonctionnelle ne sera créée que plusieurs décennies après les meurtres de Redcliffe. Revenons à cette nuit fatidique de 1811. Après la découverte du sang dans la maison des Marr, Charles Horton, un représentant de la police privée, est arrivé sur les lieux. Il ne fit que saisir un marteau de charpentier ensanglanté, supposément utilisé comme arme du crime, tandis que les autres preuves restèrent inexplorées. Quelques jours plus tard, les enquêteurs découvrent les initiales de Jay sur l'arme du crime et commencent à rechercher des témoins, mais en vain. En offrant une récompense pour des informations, ils reçoivent bientôt une réponse d'une femme qui affirme qu'un certain John Peterson a séjourné dans son auberge. Bien que les initiales correspondent,
GP, Peterson se trouvait en mer à ce moment-là. Cependant, un autre client, John Williams, avait également accès aux outils. La police manque de temps pour arrêter le suspect. À peine 12 jours après le meurtre de Redcliffe, un nouveau crime violent se produit dans le comté, impliquant John Elizabeth Williams. John Peterson, dont les initiales correspondent, GP, séjournait à l'auberge. Cependant, à ce moment-là, il se trouvait en mer. De plus, un autre client, John Williams, avait également accès à l'arme du crime. La police n'a pas eu le temps de l'arrêter et, seulement 12 jours après le meurtre de Redcliffe, un nouveau crime violent a eu lieu. John et Elizabeth Williamson tenaient une petite taverne. Par une froide soirée de décembre, à 23 heures, ils ferment l'établissement, tandis que leur servante, Bridget, part se coucher. Bientôt, le silence de la rue est brisé par le cri perçant d'un homme. « Meurtre, meurtre !» C'est la voix de John Turner, un client, qui à ce moment-là était suspendu par des draps enroulés à la fenêtre de son appartement. Quelques minutes auparavant, avant de se coucher, Turner avait entendu quelqu'un frapper à la porte de la taverne, suivi des cris de la servante et du dernier soupir du propriétaire. En sortant de sa chambre, il aperçut une silhouette penchée sur le corps immobile de la propriétaire de l'établissement. Pris de peur, Turner retourna dans sa chambre, enroula des draps et commença à descendre par la fenêtre en criant « Meurtre !» Cette nuit terrible, Turner n'était pas le seul à avoir survécu. De manière surprenante, la petite fille de 14 ans des Williamson a dormi toute la nuit dans sa chambre et est restée vivante et indemne, probablement grâce aux cris de Turner qui ont effrayé le criminel. Ces deux affaires, marquées par leur brutalité et survenues en si peu de temps, ont provoqué la panique parmi... Turner n'est pas le seul à avoir survécu. Ces deux affaires, marquées par leur brutalité et survenues en peu de temps, ont provoqué la panique parmi les habitants de Londres. Les gens ont commencé à fuir les petits villages où tout le monde se connaissait. Dans cette grande ville portuaire, avec ses nombreuses ruelles sombres, des dangers et des menaces les guettaient. Beaucoup ont réalisé que de simples volets fermés et des portes verrouillées n'étaient plus suffisants pour garantir leur sécurité. Les autorités s'efforçaient d'attraper rapidement le meurtrier et de rassurer la société. John Williams a été arrêté et peu après, il s'est suicidé en prison, ce que les représentants des autorités ont considéré comme un aveu de culpabilité. Ils ont déclaré que s'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas agi ainsi. Malgré l'absence de preuves convaincantes établissant la culpabilité de Williams, personne ne s'est penché sur l'affaire. Pour apaiser le public, son corps a été exposé dans les rues, puis enterré à un carrefour. Cependant, le moment le plus captivant de cette histoire fut la réaction de la société. Après le premier crime, des foules de gens se sont précipités chez les Marot, observant avec curiosité les corps des victimes. S'il y avait eu des détectives à l'époque, il leur aurait été difficile de mener l'enquête en raison du nombre de curieux présents sur les lieux du crime. Il a été enterré à un carrefour. Si des détectives avaient été en service à ce moment-là, il leur aurait été difficile de rassembler des preuves pour l'enquête, car les curieux piétinaient toutes les éventuelles preuves. Il convient de noter qu'au XIXe siècle, les gens percevaient la vue d'un cadavre avec beaucoup plus de calme. Aujourd'hui, nous sommes liés aux hôpitaux pour naître, recevoir des soins et quitter ce monde, alors qu'il y a 200 ans, tout cela se déroulait à domicile. Les cadavres ne choquaient plus les gens. Si l'on ne pouvait pas se rendre sur les lieux du crime,
On pouvait en apprendre les détails par le biais des journaux. Le meurtre sur la route Redcliffe est devenu l'un des premiers sensations médiatiques modernes, initiant un nouveau genre de journalisme, des reportages sur des crimes retentissants, mettant l'accent sur les faits les plus scandaleux et choquants. À partir de ce moment, les meurtres deviennent l'un des principaux événements de divertissement en Grande-Bretagne. Après les crimes sur la route Redcliffe, la prochaine sensation est le meurtre d'Elstree. En octobre 1823, John Fertel invite William Ware dans le cottage d'un ami pour boire et jouer aux cartes. John organise des combats de boxe pour de l'argent, et William fait également partie de son cercle. En réalité, le but de l'invitation était une somme d'argent considérable que... La prochaine sensation après les crimes sur la route Redcliffe fut le soi-disant meurtre d'Elstree. En réalité, le but de l'invitation était une somme d'argent considérable que William avait apportée avec lui. Fertel et deux complices ont tué William Ware. Les actions suivantes des complices peuvent être considérées comme l'un des crimes les plus maladroits. D'abord, ils ont jeté le corps dans un étang près de la maison, mais réalisant que c'était un mauvais endroit, ils l'ont ramené. Ensuite, ils ont déplacé le corps dans un autre étang, plus éloigné. Après cela, les amis sont retournés au cottage, où ils chantaient joyeusement des chansons et mangeaient des côtelettes de porc jusqu'à l'aube. Le meurtre d'Elstree a provoqué une véritable sensation et est devenu une source d'inspiration pour de nombreux écrivains, y compris Dickens. Les journaux publiaient sans cesse de nouveaux détails sur la tragédie, attirant l'intérêt des lecteurs. Les Britanniques ne se contentaient pas de lire les journaux. Des cortèges massifs ont commencé à avoir lieu sur les lieux du crime, et les plus entreprenants ont organisé des circuits touristiques spéciaux. Lorsque les créanciers ont commencé à vendre les objets de ce même cottage, ils étaient littéralement arrachés des étals. Le principal moteur de l'intérêt pour les meurtres est devenu le soi-disant bulletin d'information, le moyen le plus simple et le moins cher de diffuser des informations. Le principal facteur alimentant l'intérêt du public pour les meurtres était le soi-disant bulletin d'information, une publication simple et peu coûteuse dont les informations étaient imprimées sur une seule face. Il est important de noter qui lisait ces feuilles. Malgré la pauvreté, la plupart des citadins savaient lire et étaient alphabétisés. Les livres étaient inaccessibles à beaucoup. C'est pourquoi les bulletins d'information jouaient non seulement le rôle de source d'information, mais aussi de moyen de divertissement. Parfois, les descriptions des crimes étaient accompagnées d'illustrations macabres, des images du criminel, de la victime et de scènes sanglantes. Certaines affaires suscitaient un tel émoi que la parution du bulletin d'information basé sur elles ressemblait aux premières de blockbusters modernes d'Hollywood. Au départ, les informations sur le crime étaient publiées sur un quart de page sous la forme d'un bref aperçu, une sorte de teaser. Ensuite, un rapport plus détaillé d'une demi-page était publié, décrivant en détail les moments les plus horrifiants de l'événement. Une sorte de bande-annonce. Le plus grand tirage était publié le jour de l'exécution de la peine et constituait une édition spéciale rassemblant tous les détails connus du meurtre à ce moment-là. Une sorte de film. En complément du bulletin d'information, un reportage était publié depuis le lieu de l'exécution, des matériaux semblables à ceux d'un plateau de tournage. Le rapport d'une demi-page avec des détails horribles sur le crime servait d'analogue à une bande-annonce. L'édition spéciale incluait tous les détails connus du meurtre à ce moment-là, quelque chose comme un récit complet. En complément du bulletin d'information, un reportage était publié depuis le lieu de l'exécution.
Il s'agissait de matériaux provenant du plateau de tournage et d'interviews avec des personnages. Au milieu du XIXe siècle, une forme de divertissement appelée « passion pour le chant » gagnait en popularité en Grande-Bretagne. Pour seulement un penny, le lecteur pouvait obtenir une histoire simple mais captivante sur des crimes fictifs et des événements mystérieux. Cette littérature coûtait nettement moins cher qu'un roman complet, mais les passions pour le chant demeuraient populaires. Les intrigues se déroulèrent le plus souvent sur des navires en train de couler, dans des châteaux hantés ou dans des cellules de prison. C'est dans cette atmosphère qu'est née la célèbre phrase d'ouverture. Il faisait une nuit sombre et orageuse, et d'autres similaires. Naturellement, les histoires devaient être véritablement terrifiantes et sanglantes. L'un des éditeurs aimait plaisanter en s'adressant aux auteurs. Plus de sang, autant de sang que possible. En 1842, un service important a été créé à Londres, le département d'enquête criminelle de la police. Les détectives, vêtus en civil, ont reçu une mission que la police professionnelle n'avait pas pu accomplir auparavant, résoudre des crimes. 7 ans plus tard, il s'est produit ce que... Et plus de sang, autant de sang que possible. 7 ans plus tard, un événement a clairement démontré leur potentiel. En 1849, une épidémie de choléra a éclaté à Londres, emportant plus de 10 000 vies d'ici septembre. Cependant, toute l'attention était focalisée sur une affaire qui a été surnommée le cauchemar allemand. Maria a l'intention d'épouser le riche et plus âgé O'Connor, qui, bien qu'il ne soit pas opposé à leur romance, ne lui propose pas sa main. En conséquence, elle se tourne vers un prétendant moins séduisant, Frederick Manning. Cependant, O'Connor continue sa relation avec Maria et les deux hommes commencent à rivaliser pour son attention. Après le mariage, O'Connor rendait souvent visite au Manning. Un jour, lors d'une de ces visites, il a disparu sans laisser de traces. Les époux l'ont tué, puis ont traité le corps avec de la chaux pour accélérer la décomposition et l'ont enterré sous les dalles de leur cuisine. Après cela, les époux se séparent. Frederick Manning part pour Jersey pour boire, tandis que Maria s'introduit dans la maison d'O'Connor, vole des titres de valeur et, emportant non seulement l'argent du défunt, mais aussi celui de son mari, prend le train. Ensuite, les époux traitent le corps avec de la chaux pour accélérer la décomposition et l'enterrent sous les dalles de leur cuisine. Par la suite, ils se séparent. Frederick Manning part pour Jersey pour boire, tandis que Maria s'introduit dans la maison. O'Connor vole des titres de valeur, emportant non seulement l'argent du défunt, mais aussi celui de son mari. Elle prend le train pour Édimbourg. La police de Londres a rapidement arrêté les meurtriers, ce qui a renforcé leur autorité. Le journal The Times a publié plus de 70 articles sur l'affaire Manning, y compris des reportages de la salle d'audience. Une attention particulière était accordée à la femme criminelle. Maria avait non seulement tué et volé, mais aussi trompé son mari. De nombreux journalistes ont particulièrement souligné le comportement inhabituel de Maria pour une femme, son calme et sa maîtrise de soi. L'exécution des 2 meurtriers est devenue un véritable événement, attirant 30 000 spectateurs. Cela ressemblait à un match de football moderne. Dans la foule, on pouvait croiser des vendeurs de nourriture et de boissons, et il y avait des places payantes, apparemment avec une meilleure vue. Les voisins vendaient des places dans les fenêtres avec vue sur la potence, et l'exécution attirait non seulement des gens ordinaires, mais aussi des représentants de la classe moyenne et de l'aristocratie.
Avant l'événement, des feuillets spéciaux avec des détails ressemblant à des programmes de théâtre modernes étaient distribués. Dès que le public s'installait et prenait place, l'événement commençait. Tout se déroulait selon un même scénario: l'ascension du criminel, son dernier discours et l'exécution elle-même. À la potence, on voyait non seulement des gens ordinaires, mais aussi des représentants de la classe moyenne et de l'aristocratie. Dès que les spectateurs prenaient place, le spectacle commençait. Une vague d'attente était alimentée par la pensée de savoir à quel essai le criminel serait pendu. Dans la foule venue assister à l'exécution se trouvait le jeune écrivain Charles Dickens, qui espérait profiter du spectacle. Cependant, ce qu'il vit lui causa un tel dégoût qu'il devint un ardent opposant aux exécutions publiques. Au milieu du XIXe siècle, Dickens a activement promu le travail de la police londonienne dans ses articles. À cette époque, le nouveau service de police suscitait des réactions mitigées et beaucoup considéraient ses agents comme des espions, tandis que Dickens manifestait un grand intérêt et un respect pour leur travail. Dans son roman « La Maison froide », Dickens a en fait présenté le premier véritable détective littéraire, et ce n'est pas Sherlock Holmes. Nous en parlerons plus tard. Cependant, pour comprendre comment et pourquoi un personnage aussi célèbre est né, il faudra un peu de contexte. Au début du XIXe siècle, les crimes les plus retentissants se produisaient loin des couches supérieures de la société, et les habitants des quartiers riches se sentaient en sécurité. Ils ne devenaient pas victimes, et encore moins participants à des meurtres. Cependant, bientôt, des crimes horribles ont commencé à toucher l'élite. D'abord, la popularité des histoires criminelles effrayantes dans la littérature a attiré les lecteurs, puis ont suivi de réels cas de meurtre. Les crimes parmi les aristocrates se distinguaient par leur méthode. Ils recouraient rarement à des meurtres violents. Au contraire, les meurtres par empoisonnement, en particulier avec de l'arsenic, étaient plus caractéristiques de leur comportement. L'arsenic était souvent utilisé dans la vie quotidienne, principalement pour lutter contre les rats. Cependant, les événements ont suscité l'intérêt des lecteurs pour les sombres histoires criminelles. Et plus tard, de réels cas de meurtres ont montré que les crimes parmi l'élite se distinguaient par leur méthode. Néanmoins, il avait une autre fonction remarquable. Au milieu du XIXe siècle, la couleur vert vif des papiers peints était à son apogée, et pour préserver leur intensité, de l'arsenic était utilisé. En conséquence, les papiers peints dans le salon pouvaient provoquer de graves intoxications. Tout le monde ne savait pas que l'inhalation d'arsenic représentait un danger pour la santé. À l'époque, il était facile de s'en procurer, et l'arsenic était souvent mélangé à la nourriture. Cette méthode de meurtre était parfois utilisée par des proches de la victime, y compris des médecins traitants, ce qui a conduit à ce que l'empoisonnement à l'arsenic soit connu sous le nom de trahison domestique. Les méthodes de meurtre ont non seulement changé, mais aussi les raisons. L'un des motifs les plus courants est devenu l'assurance vie, qui s'est répandue parmi l'aristocratie. La famille du défunt recevait des paiements avantageux, ce qui a donné aux épouses, aux enfants et à d'autres proches un motif pour tuer leurs proches. Beaucoup pensaient que l'innovation dans l'assurance vie était à l'origine de nombreux empoisonnements. À un certain moment, le Parlement a même imposé des restrictions sur les paiements d'assurance en cas de décès d'enfants de moins de... La famille du défunt, dans les cercles supérieurs, recevait des sommes d'argent considérables, ce qui créait une motivation pour les épouses, les enfants et d'autres proches à tuer leurs proches.
En conséquence, le Parlement a décidé de limiter les paiements d'assurance en cas de décès d'enfants de moins de 3 ans. Le plus célèbre empoisonneur du XIXe siècle, William Palmer, a particulièrement bouleversé les Britanniques avec son histoire tragique. En tant que tueur en série et médecin, il avait étudié la chimie et obtenu une licence de médecin pour exercer. La famille Palmer a été frappée par des malheurs. Au début, sa belle-mère est morte dans des circonstances mystérieuses, puis tous ses 4 enfants ont péri. Au départ, cela ne suscitait pas de soupçons, car à l'époque, la mortalité infantile était très élevée. La mort de la femme de Palmer, âgée de 27 ans, a marqué un tournant, amenant le public à douter des coïncidences. Tant de tragédies s'étaient produites dans une même famille. Pour chaque décès, il recevait des paiements d'assurance. Lorsque Palmer a tenté d'obtenir des fonds après la mort de son frère due à l'alcoolisme, la compagnie d'assurance a exprimé des doutes. Au cours de l'enquête, il a été révélé que c'était Palmer qui avait enivré son frère, ce qui a conduit à un refus de paiement. Pour améliorer sa situation financière, Palmer a décidé d'empoisonner son ami Joseph Cook. Tous deux étaient des parieurs sur les courses de chevaux. Après une grosse victoire, Cook est devenu soudainement. La compagnie d'assurance s'est également posé des questions lors de l'enquête concernant la mort de son frère due à l'alcoolisme. Il s'est avéré que Palmer lui avait lui-même offert de l'alcool, ce qui a conduit à un refus de paiement. Après une grosse victoire, Cook est tombé soudainement malade. Vivant à proximité, Palmer s'occupait activement de son ami. Mais l'état de Cook se détériorait de jour en jour. Malgré une amélioration temporaire, c'est durant cette période que Palmer se trouvait dans une autre ville pour des affaires. Dès que Palmer est revenu, l'état de Cook s'est à nouveau détérioré. Son bien-être se dégradait à chaque fois, après avoir consommé l'alcool que lui préparait son ami et médecin. Finalement, Cook est mort dans d'atroces souffrances, et il est rapidement devenu évident que Palmer avait acheté à plusieurs reprises de la strychnine à la pharmacie. Étant donné que Palmer occupait le poste de médecin de la victime, il a été autorisé à assister à l'autopsie. Il a soudoyé un employé chargé de l'envoi de l'estomac de Cook pour analyse. De plus, il a payé 10 livres supplémentaires pour que la mort de Cook soit officiellement reconnue comme une cause naturelle. Le procès de Palmer est devenu l'affaire criminelle la plus longue et la plus significative du XIXe siècle. Pour la classe moyenne et la haute société, le meurtre commis par Palmer a été un véritable choc, bouleversant leur perception de la sécurité dans leur foyer et Palmer a payé 10 livres supplémentaires pour établir officiellement des causes naturelles de la mort de Cook. Cela a ouvert les yeux de la société sur le fait que la stabilité habituelle dont ils jouissaient dans leur maison et domaine pouvait être perturbée. Le meurtrier pouvait aussi bien être un membre de la famille qu'un domestique ou un médecin. L'un des aspects remarquables du procès a été l'introduction d'un nouveau type d'expert médical, le chimiste analyste. Le talent des toxicologues a détecté diverses substances toxiques dans les échantillons alimentaires, suscitait l'admiration des journalistes. Il publiait les témoignages des médecins avec précision, permettant ainsi aux lecteurs de les consulter le matin, tout en savourant leur petit déjeuner et les nouvelles. Le 29 juin 1860, dans le domaine de Road Hill House, construit à la fin du XVIIIe siècle dans le village de Roth, Wiltshire, vivait la famille Kent, le maître de maison Samuel Kent, sa seconde épouse Mary, 4 enfants issus de son premier mariage et 3 d'un second, ainsi que 3 servantes.
L'atmosphère au sein de la famille était tendue, car Mary avait auparavant travaillé comme gouvernante pour les enfants. Son statut avait changé après que la première épouse, selon les rumeurs, avait perdu la raison. Avec l'arrivée de Mary, les enfants du premier mariage ont commencé à ressentir un manque d'amour et de respect auxquels ils étaient habitués. Ils vivaient avec 3 servantes. L'arrivée de Mary dans la maison a changé la situation. Les enfants du premier mariage ont été privés de l'amour et du respect auxquels ils étaient habitués. Ce soir d'été, les 12 personnes dans la maison s'étaient endormies. Une haute clôture en pierre entourait le jardin, tandis qu'une chaîne de sécurité avec un chien garantissait la protection du territoire. Les fenêtres et les volets étaient protégés par des grilles, donnant l'impression que les habitants de la maison étaient solidement isolés du monde extérieur. Cette nuit-là, un inconnu a emporté le fils de 4 ans de Mary depuis la chambre d'enfant au 2e étage. La nourrice et la sœur du garçon, qui dormaient dans la même pièce, n'ont rien remarqué et ont continué à dormir. Les parents, qui se trouvaient dans la chambre voisine, ne se sont également pas réveillés. L'inconnu, tenant l'enfant endormi dans ses bras, est descendu par l'escalier noir et s'est dirigé vers l'arrière de la maison. Le lendemain matin, la disparition du garçon a provoqué la panique. Après plusieurs heures de recherche, son corps, Aden, a été retrouvé sous le plancher des toilettes dans la cour. L'enquête a été menée de manière très minutieuse, mais a rapidement atteint une impasse. La seule preuve significative était un tablier taché de sang, porté par les femmes victoriennes. Le lendemain matin, la panique a éclaté. Tout le monde a réalisé que le garçon avait disparu. L'enquête a été menée avec soin, mais a rapidement atteint une impasse. La seule preuve significative était un tablier taché de sang que portaient les femmes victoriennes sous leur corset. Une embuscade policière a été mise en place pour attraper la criminelle, mais le plan a échoué. Le propriétaire de la maison a accidentellement fermé la porte de la pièce où se trouvaient les policiers, qui s'étaient détendus avec de la bière à ce moment-là. Le tablier lui-même a disparu et l'enquête officielle n'a pas donné de résultat. En conséquence, la communauté locale a engagé Jack Witcher, membre d'une équipe spéciale de 8 détectives de Scotland Yard, formée au début des années 40. Witcher a suggéré que l'assassin pourrait être Constance, une adolescente de 16 ans, issue du premier mariage, qui avait fugué à plusieurs reprises et s'était plainte à ses amis du mauvais traitement au sein de la famille. Malheureusement, Witcher n'a pas pu confirmer ses soupçons et l'enquête s'est terminée sans succès. Alors que les autorités officielles laissaient la famille Kent tranquille, le public a décidé de poursuivre sa propre enquête en faisant appel à des détectives amateurs. Les publications dans les journaux fournissaient aux intéressés des informations complètes sur l'incident, y compris une description détaillée des lieux, des transcriptions des interrogatoires et d'autres détails, créant ainsi une illusion de simplicité pour les détectives amateurs. Sans résultat, tout le monde était convaincu qu'il suffisait de quelques instants pour résoudre l'affaire. Au XIXe siècle, en l'absence de forums Internet, les gens envoyaient leur version à la police, bien qu'avec méfiance. Il est intéressant de noter que les auteurs des lettres, en analysant la situation de la famille Kent, n'attendaient que le pire. La société commençait à soupçonner que derrière le masque d'une vie paisible et prospère se cachait quelque chose d'horrible, de dépravé et de cruel. Finalement, Constance, âgée de 16 ans, a avoué le crime, confirmant la théorie du détective Witcher. Cela n'a cependant pas amélioré la réputation de la police, et de nombreux Britanniques, dans leurs lettres,
reprochaient aux forces de l'ordre leur manque de professionnalisme. En conséquence, la littérature a mis en avant des détectives privés, virtuoses dans la résolution des crimes. L'affaire de Roth Hill House est devenue la base d'un célèbre roman policier. Une demeure de campagne, une famille respectable, des meurtres et un cercle restreint de suspects, y compris le personnel de maison et les détectives. De nombreux Britanniques, dans leurs lettres, critiquaient la police pour son manque de professionnalisme. L'affaire de Roth Hill House est devenue le prototype d'un célèbre roman policier. Une demeure de campagne, une famille prospère, des meurtres et un cercle restreint de suspects, y compris le personnel de maison, ainsi que des détectives qui s'immiscent soudainement dans le quotidien et se consacrent à l'enquête sur les crimes. C'est à peu près à cette époque qu'un roman sensationnel a commencé à émerger dans la littérature, plongeant les lecteurs dans le monde des classes familiales et supérieures. Auparavant, les crimes dans les livres se déroulaient généralement parmi les couches inférieures de la société. Mais désormais, les protagonistes étaient ceux qui étaient auparavant considérés comme trop nobles pour être au centre des enquêtes policières. Plus le crime était horrible, et plus la famille dans laquelle il s'était produit était respectable, plus l'intrigue devenait intéressante. Le roman sensationnel, d'autre part, s'est éloigné de toutes les normes acceptables. Certains auteurs ont même présenté une femme dans le rôle de protagoniste et de criminel. Ce contenu choc visait à accélérer le pouls du lecteur, provoquant choc et horreur, tout en ajoutant des éléments de vice et de drames familiaux. Cela rappelait les horreurs et thrillers modernes, mais présentés sous la forme d'un genre policier sur papier. En 1888, Londres a été secouée par une vague de meurtres horribles. Plusieurs personnes ont été victimes, et pour chacun de ces crimes, la même personne a été accusée, dont l'identité. Provoquant choc et horreur, tout en n'oubliant pas d'ajouter à l'histoire des éléments de vice et des scandales familiaux. Plusieurs personnes ont été victimes, et chaque crime est attribué à la même personne, dont l'identité reste un mystère. L'ablation d'organes, devenue une caractéristique de ces meurtres, indiquait que le criminel avait une formation médicale et de l'expérience en autopsie médico-légale. Dans une lettre adressée à l'enquête, le meurtrier s'est signé avec le nom qu'il a commencé à utiliser lui-même, Jack l'Éventreur. L'image de Jack l'Éventreur a rapidement trouvé sa place dans la littérature après la publication de la nouvelle de John Brewer, La malédiction de Mitre Square, en octobre 1888, qui était inspirée par l'un de ses crimes. Cependant, un autre aspect est curieux. Généralement, le meurtrier et ses actes passent de la réalité à la littérature, et de nos jours, aux adaptations cinématographiques. L'histoire de l'Éventreur a peut-être eu un effet inverse. L'image de l'Éventreur, en tant que médecin tueur nocturne, est apparue dans la littérature avant sa véritable incarnation. En 1886, Robert Louis Stevenson, après avoir vécu un cauchemar nocturne, écrivit en 3 jours la nouvelle « L'étrange casse » du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde. Le protagoniste est un médecin respecté avec une personnalité divisée. Le jour, il est un docteur honorable, occupant une position éminente dans la société. La nuit, l'image de l'Éventreur est apparue avant sa véritable apparition, en 1886, lorsque Robert Louis Stevenson s'est réveillé d'un cauchemar nocturne qui a inspiré sa création. La nuit, le protagoniste se transforme en une figure sombre, le monstre et le meurtrier, Monsieur Hyde. La nouvelle de Stevenson
a rencontré un immense succès auprès des lecteurs. Le 5 août 1888, la première d'une pièce basée sur l'œuvre a eu lieu au théâtre Lyceum de Londres. 2 jours plus tard, le meurtre de Martha Tabram, la première victime de Jack l'Éventreur, s'est produit. Pour l'homme moderne, il peut sembler étrange qu'une production théâtrale ait pu inspirer un criminel à commettre un meurtre. Cependant, les spectateurs de l'époque n'avaient non pas la même expérience de perception que nous, aujourd'hui, grâce au cinéma et aux jeux vidéo. De plus, la pièce au théâtre Lyceum se distinguait nettement des autres et avait un impact fort sur le public. L'acteur Richard Mansfield interprétait avec succès les 2 rôles, le respectable docteur et le meurtrier Hyde. Son jeu plongeait la salle dans un silence de mort, ce qui était inhabituel pour l'époque victorienne, où les spectateurs commentaient généralement ce qui se passait et exprimaient activement leurs émotions. Ainsi, lorsque le public du Lycéum s'est soudainement figé dans une terreur silencieuse, cela. En jouant le rôle du meurtrier Hyde, il plongeait les spectateurs dans un silence de mort. Ainsi, lorsque le public de la pièce, en face, s'est soudainement figé dans une terreur silencieuse, cela témoignait du fait qu'il n'avait jamais été confronté à quelque chose de semblable auparavant. La situation en est venue à l'absurde. L'acteur Richard Messel a été soupçonné des meurtres, car chaque soir, il se transformait à tel point qu'il devenait méconnaissable en son personnage de tueur. La question « Qui est Jack l'Éventreur ?» suscitait un écho dans la société. C'était une époque où le meurtrier et le détective agissaient dans un contexte où la réalité se mêlait à la fiction et où la peur se mêlait à l'incertitude. Sur scène est apparu un personnage déterminé à tout mettre au clair. C'était Sherlock Holmes. Le jeune Arthur Conan Doyle était passionné par les détectives, en particulier par les récits d'Edgar Allan Poe sur le détective Dupin. Inspiré par cela, il a commencé à écrire, expérimentant avec différents genres, des histoires d'horreur et de mystère à la science-fiction. Doyle envoyait ses histoires aux maisons d'édition, mais ne recevait pas de réponse positive. La situation a changé lorsqu'Arthur Conan Doyle a porté son attention sur le genre policier. Fort de sa formation médicale, il a créé Sherlock Holmes, inspiré par son professeur, le docteur Bell. Il a expérimenté avec différents genres, y compris l'horreur, le mystère et la science-fiction. Arthur Conan Doyle a reçu une formation médicale et son mentor, le docteur Bell, était un éminent expert en médecine légale et un diagnosticien reconnu. Son autorité dans le domaine médical était élevée et lorsque la reine Victoria cherchait une aide médicale en Écosse, c'était toujours lui qui était appelé. Bell était fier de sa capacité à déterminer non seulement la maladie du patient, mais aussi sa profession et son lieu de résidence d'un simple coup d'œil. Plus tard, il se plaisait à souligner que beaucoup le considéraient comme le modèle de Sherlock Holmes. Les lecteurs ont fait la connaissance de Sherlock Holmes pour la première fois en 1896, lorsque la nouvelle « Une étude en rouge » a été publiée dans un magazine, puis est sortie sous forme de livre. À cette époque, Jack l'Éventreur sévissait dans le pays, instillant la peur dans la nation. Avec le développement du personnage de Sherlock dans les récits suivants, il est devenu une sorte d'antithèse de Jack l'Éventreur. L'Éventreur est imprévisible et mystérieux, tandis que Sherlock est logique et capable de résoudre les énigmes les plus complexes. L'Éventreur sème le chaos dans la société, alors que Holmes s'efforce de maintenir l'ordre. Sherlock Holmes est devenu un soutien pour ceux qui souffraient de la peur des meurtres inexpliqués de Jack l'Éventreur,
alors que la police ne parvenait pas à maîtriser la situation. Dans les récits suivants, Sherlock Holmes s'est affirmé comme l'antithèse de Jack l'Éventreur. L'Éventreur est une figure mystérieuse et sombre, tandis que Sherlock est capable de démêler les situations les plus complexes. Ces histoires rétablissent l'ordre dans la société, alors que l'influence de l'Éventreur engendre le chaos. Sherlock Holmes est devenu un réconfort pour ceux qui craignaient les meurtres indéfinis et sans motif de Jack l'Éventreur. Alors que la police peinait à mener ses enquêtes, Holmes réussissait toujours dans ses affaires. Le véritable Jack l'Éventreur et le personnage fictif de Sherlock Holmes se sont tellement entremêlés dans l'esprit des Londoniens qu'un des rares témoins des meurtres était convaincu que le criminel portait le chapeau de Holmes. Sherlock Holmes a acquis une telle popularité qu'Arthur Conan Doyle a commencé à regretter la création de ce personnage. Nous en parlerons plus tard. Pendant ce temps, les lecteurs faisaient la queue aux kiosques à journaux, attendant la publication d'une nouvelle histoire sur Holmes. Un historien a remarqué que grâce à ce personnage, Conan Doyle était devenu aussi célèbre que la reine Victoria. Les lecteurs étaient attirés non seulement par l'intrigue complexe, mais aussi par le caractère de Sherlock, que l'on peut décrire comme un typique sociopathe. Il n'a pas de famille, mais présente une tendance à la consommation de drogue et à des méthodes d'enquête non conventionnelles. Par exemple, il pouvait utiliser une canne pour mener des expériences sur des cadavres, mais uniquement à des fins scientifiques, car la science est l'un des outils clés du détective le plus célèbre de l'histoire. À la fin du XIXe siècle, les Britanniques reconnaissaient l'influence de la science sur la société. Le caractère de Sherlock peut être décrit comme typiquement sociopathe. Il n'a pas de famille, mais présente une tendance à la consommation de drogue et à des méthodes d'enquête inhabituelles. À la fin du XIXe siècle, les Britanniques ressentaient l'influence de la science sur leur vie comme jamais auparavant. La photographie était devenue accessible aux masses, les lampes électriques éclairaient les rues sombres, et les rayons X étaient une nouveauté. Sherlock Holmes s'est révélé être le premier détective, qu'il soit fictif ou réel, à utiliser la chimie, la toxicologie et la balistique dans ses enquêtes. Son travail incluait l'expertise médico-légale. Ainsi, le personnage créé est devenu un facteur important dans la popularisation de cette procédure et dans l'établissement de la médecine légale en tant que profession distincte. La contribution de Holmes était si significative qu'Alexandre Lacassagne, célèbre médecin légiste français, ayant fondé l'un des premiers laboratoires d'expertise judiciaire en France, conseillait à ses nouveaux collaborateurs de se familiariser avec les récits du célèbre détective. Il est important de noter qu'au XVIIe siècle, les corps des condamnés étaient utilisés pour des autopsies à des fins éducatives. En raison du manque de telles ressources, les médecins devaient se tourner vers des personnes douteuses, ce qui était illégal. La loi considère comme une violation non pas le vol des cadavres, mais celui de leurs vêtements. Progressivement, l'utilisation des corps à des fins éducatives est devenue légale. Mais à la fin du XIXe siècle, ce sujet restait encore pratiquement tabou. Principalement, les corps des condamnés étaient utilisés à des fins éducatives, ce qui était très controversé et même illégal. Cependant, ce qui était considéré comme une violation de la loi n'était pas le vol du corps lui-même, mais celui de ses vêtements. À la fin du XIXe siècle, cette pratique restait pratiquement taboue, car l'Église et les gens ordinaires ne la soutenaient pas. À cette époque, un personnage apparaît qui fait des choses inimaginables avec les cadavres.
Mais les approches novatrices de Holmes ne s'arrêtent pas là. Ses méthodes d'investigation des scènes de crime étaient véritablement révolutionnaires. Auparavant, la littérature ne mentionnait pas que l'enquêteur pouvait recueillir des cheveux et de la poussière sur les lieux du crime ou d'autres détails apparemment insignifiants n'ayant aucun lien avec l'affaire. Sherlock Holmes surpassait les méthodes réelles de la police dans ses approches pour enquêter sur les crimes. En plus de l'analyse des preuves sur les lieux du crime, Holmes fut le premier à appliquer les empreintes digitales. La police tentait d'implémenter un registre des criminels depuis 1871, lorsque les précédemment condamnés commencèrent à être photographiés pour faciliter leur identification. Au fil du temps, il devint obligatoire pour les condamnés de laisser non seulement des photographies, mais aussi des données personnelles, mesures corporelles, descriptions physiques et empreintes digitales. Le premier meurtre retentissant résolu, grâce à une empreinte digitale, eut lieu en 1905. En même temps, Sherlock Holmes avait utilisé des empreintes comme preuve 2 ans auparavant dans l'un d'eux. Les condamnés sortant de prison devaient désormais fournir non seulement des photographies, mais aussi des données personnelles, mensurations, descriptions physiques et empreintes digitales. À cette époque, le célèbre Sherlock Holmes avait utilisé des empreintes comme preuve 2 ans auparavant dans l'un de ses récits. De plus, Sherlock était célèbre pour son habileté en matière de déguisement. Arthur Conan Doyle s'est probablement inspiré du personnage du détective français Jean-François Vidocq. Bien que peu de gens aient entendu parler de lui, sa biographie est impressionnante. Vidocq avait lui-même été condamné pour vol, mais à 34 ans, il a radicalement changé de vie. Il est devenu policier et a commencé à capturer des criminels. Il a créé la Sûreté, une division parisienne d'agents secrets, où de nouvelles méthodes pour appréhender les criminels ont été développées, telles que la tenue de dossiers sur les délinquants et des techniques de déguisement. Vidocq s'est fait connaître pour sa capacité à modifier son apparence, à tel point qu'il devenait méconnaissable, ce qui lui permettait de s'intégrer facilement dans n'importe quel groupe social. Il utilisait des rides artificielles pour se faire passer pour un vieillard et des perruques pour se présenter comme un pauvre gentilhomme. L'essentiel, comme le soulignait Vidocq, était que pour qu'un détective puisse représenter un paysan de manière convaincante, il devait se souvenir de détails tels que la saleté sous les ongles. Il exigeait de ses collaborateurs qu'ils aient toujours sur eux un ensemble complet. Sherlock Holmes incarnait la logique, la rationalité, l'innovation et l'approche scientifique. Son auteur, Arthur Conan Doyle, était une personnalité plutôt controversée. Par exemple, son intérêt pour le spiritisme le distinguait comme un homme étrange. Conan Doyle donnait des conférences sur le spiritisme et organisait des séances de communication avec les esprits. L'un d'eux s'appelait Fénia et donnait des conseils sur les voyages. Lorsque le célèbre illusionniste Houdini a montré à Doyle un tour trompeur pour les spiritistes, ce dernier n'a pas cru et était convaincu que Houdini avait également des liens avec le monde des esprits. Cela soulève une question sérieuse. Comment un médecin de 26 ans, avec quelques travaux non publiés, qui a par la suite commencé à croire aux fantômes et aux fées, a-t-il réussi à créer un personnage tel que Sherlock Holmes? Cela soulève une question intéressante. Comment un médecin de 26 ans, qui n'avait que quelques travaux non publiés à son actif et qui a par la suite commencé à croire aux fantômes et aux fées, a-t-il réussi à créer un personnage tel que Sherlock Holmes en seulement 2 semaines? À cette question, il n'y a toujours pas de réponse. Peut-être que l'esprit de Fénia la connaît,
mais nous n'avons pas réussi à établir de contact avec lui. Néanmoins, nous pouvons essayer de comprendre pourquoi Sherlock Holmes est devenu le héros littéraire le plus connu au cinéma et à la télévision de toute l'histoire. Le personnage est universel et s'adapte facilement à différentes générations. Holmes, à l'instar d'un super-héros, ne se limite pas à une seule personnalité. Il représente un ensemble de traits attrayants. Une pipe, des méthodes déductives, une éternelle ennui, le jeu du violon, des chapeaux, des manteaux et des phrases mémorables. Il remplit plutôt un certain rôle qu'il n'est un personnage traditionnel. Beaucoup de ce que nous savons sur Sherlock est devenu possible grâce au cinéma. Il existe plus de 250 films et séries avec différentes versions de ce personnage, la première adaptation ayant été réalisée en 1900. Depuis la création du célèbre détective, chaque génération a pu voir de nombreuses interprétations qui ont façonné son image. La principale ironie est que notre représentation de Sherlock est en grande partie basée sur le cinéma. L'ironie est que si Conan Doyle avait été un écrivain plus talentueux, il n'aurait peut-être pas réussi à créer un personnage aussi unique que Sherlock Holmes. Ses récits étaient pour l'époque victorienne assez simples, rapides, captivants et tendus. À l'époque, ils étaient perçus comme un divertissement sans prétention littéraire, mais ils sont désormais devenus des classiques. Cela facilite leur adaptation à l'écran et explique leur popularité. Il ne faut pas oublier le docteur Watson, qui en tant que chroniqueur des exploits de Holmes, a marqué une véritable avancée dans la littérature policière. Bien qu'il ne soit pas aussi intelligent que Holmes, son intelligence émotionnelle est d'une grande importance. À cet égard, Watson se présente comme un contraste avec Sherlock. C'est à travers lui que le lecteur ordinaire observe les événements. Watson devient le guide dans le monde des aventures inhabituelles et passionnantes de Holmes. L'introduction d'un tel personnage secondaire rend l'histoire plus humaine et compréhensible. Bien que Watson ne possède pas le génie de Holmes, il est devenu un élément classique dans la littérature et le cinéma. Ces deux héros, pris séparément, seraient moins intéressants. Sherlock semblerait simplement étrange, tandis que Watson apparaîtrait comme monotone. Du point de vue de Watson, il agit comme un guide dans le monde des aventures mystérieuses et captivantes de Sherlock. Bien qu'il ne possède pas de capacités aussi remarquables, leur duo est devenu un procédé classique dans la littérature et le cinéma. Sans cette interaction, Sherlock apparaîtrait comme un personnage étrange, tandis que Watson semblerait trop banal. La création d'un tel duo est sans aucun doute l'un des plus grands succès de Doyle. Le magazine Strand, qui publiait les histoires de Sherlock Holmes, attirait chaque mois jusqu'à un demi-million de lecteurs. Malgré une telle popularité, en 1893, Conan Doyle décida de se séparer de Holmes. Ce personnage britannique adoré périt en tombant d'une cascade lors d'un affrontement avec son pire ennemi, Moriarty. Doyle lui-même a réagi de manière quelque peu émotionnelle à la mort de Sherlock, notant brièvement dans son journal « J'ai tué Holmes ». L'auteur cherchait à créer quelque chose de plus significatif. Il avait 34 ans et souhaitait devenir un écrivain sérieux, ne voulant pas passer sa vie à écrire sur des crimes fictifs. Doyle rêvait de gagner de l'argent et de se consacrer à des romans sérieux. La popularité de Sherlock l'irritait plutôt qu'elle ne le réjouissait. Néanmoins, l'écrivain a sérieusement sous-estimé l'attachement de ses lecteurs à Holmes. La réaction du public face à la mort du détective s'est révélée sans précédent pour un personnage fictif.
plus de 20 000 abonnés au magazine ont annulé leurs abonnements. Gagner de l'argent et de se consacrer à des romans sérieux. Plus de 20 000 lecteurs ont annulé leurs abonnements et le magazine peinait à survivre, bien qu'au XIXe siècle, il n'y ait probablement pas eu de terme « hater ». Arthur Conan Doyle comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Des lecteurs indignés ont commencé à envoyer des lettres de colère à l'écrivain. Certains exigeaient des photographies de Holmes à différentes époques, tandis que d'autres insistaient même pour obtenir un autographe non pas de Doyle, mais de Sherlock lui-même. Cela a frappé l'écrivain. Il n'avait jamais connu quelque chose de semblable. Le mot « fan » commençait alors à se répandre, et il était le plus souvent utilisé en lien avec les fans de baseball américains. Doyle a capitulé. 8 ans plus tard, il a de nouveau ressuscité Holmes dans la célèbre « Chien des Baskerville ». L'auteur a continué à surprendre ses lecteurs avec de nouvelles histoires sur le détective. Son dernier récit sur Holmes a été publié en 1927, à une époque où le monde et le genre policier avaient subi des changements significatifs et où les personnages féminins commençaient à occuper une place centrale dans les récits. Au XIXe siècle, plusieurs auteurs ont créé des personnages de femmes détectives. Les débats sur qui a été le premier à introduire une femme détective dans la littérature se poursuivent encore aujourd'hui, mais cela n'est pas l'essentiel. L'important est que le temps du changement est arrivé. Les femmes ont commencé à occuper des positions importantes, tant dans la société que dans le genre policier. Cependant, les romans avec des femmes détectives n'ont pas rencontré un grand succès. Si les hommes étaient les principaux acteurs de la société, les lecteurs préféraient de voir des hommes parmi les protagonistes des livres. Cependant, les changements se sont produits immédiatement après la Première Guerre mondiale. Les femmes ont obtenu le droit de vote et la possibilité de travailler dans la police. La scène littéraire a réagi instantanément. Les romans se sont remplis d'images de femmes détectives, marquant le début de ce que l'on appelle le siècle d'or du genre policier. Revenons un instant à notre époque. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement le genre du true crime. Ce sont des livres, des podcasts, des documentaires et des vidéos sur YouTube qui racontent des crimes réels. Si l'on visite n'importe quelle chaîne dédiée à ce genre, on peut remarquer un fait curieux. La majorité des commentaires sous ces contenus sont écrits par des femmes. Étant donné que la majorité des spectateurs de ce contenu sont des femmes, il convient de noter que cette tendance a commencé à se former il y a presque un siècle. À cette époque, les femmes ont occupé des positions de premier plan, tant parmi les lectrices que parmi les auteurs de romans policiers, les noms d'écrivains célèbres. Même sur YouTube en langue russe, on peut observer une caractéristique intéressante. La majorité des commentaires sous ces vidéos sont laissés par des femmes. Bien que les noms des auteurs célèbres de cette époque puissent vous être inconnus, l'un d'eux vous est certainement familier. C'est Agatha Christie. Elle percevait modestement ses talents d'écrivain et se qualifiait de travailleuse acharnée. Bien que peu de choses soient méconnues sur son livre Divertissement, les aventures de Miss Marple et Hercule Poirot ont rencontré un immense succès parmi ses contemporains et continuent d'être largement reconnus aujourd'hui. En 1934, environ un livre publié sur 8 était un roman policier. Les détectives du Golden Age s'efforçaient d'éviter la sensationnalisme. Leur objectif n'était pas de choquer le lecteur, mais de montrer des crimes commis
parmi des personnes intelligentes dans des maisons confortables. Les crimes eux-mêmes, dans ces romans, étaient également caractérisés par un style modéré. Il n'y avait pas d'abondance de sang, ni de scènes explicites. Les anciennes formes de violence appartiennent au passé. La lecture de ce type d'œuvre est devenue une sorte de psychothérapie. Elle aidait les gens à faire face aux problèmes environnants. En Europe, qui n'avait pas encore subi les conséquences de la Première Guerre mondiale, on entendait déjà les échos de la Seconde, et dans les pages des nouveaux romans policiers, les lecteurs. Les crimes dans ces romans se caractérisaient par l'absence de scènes sanglantes et de perversions grossières. En Europe, qui n'avait pas encore oublié la Première Guerre mondiale, on entendait les sons préventifs de la Seconde qui approchait. Dans les pages des nouveaux romans policiers, les lecteurs trouvaient une atmosphère confortable des vieilles maisons et des énigmes criminelles intrigantes. Bien que ces romans auraient pu conserver leur popularité encore quelques décennies, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Les horreurs du conflit et la libéralisation qui a suivi ont conduit à l'extinction du Golden Age du détective. Celui-ci est devenu obsolète et l'intrigue traditionnelle de l'enquête a cédé la place à de nouvelles formes narratives. Le principal concurrent du roman policier est le thriller. On peut expliquer la différence de manière simple. Dans les deux genres, des événements captivants se déroulent, mais dans le thriller, le lecteur s'intéresse principalement à ce qui va se passer ensuite, tandis que dans le roman policier, l'accent est mis sur la découverte de ce qui s'est passé auparavant. Les Américains sont devenus les législateurs d'un nouveau genre populaire. Dans les années 40, une autre compréhension de la littérature criminelle s'est formée aux États-Unis. Alors que les détectives britanniques se distinguaient par leur politesse et leur correction, les Américains se caractérisaient par leur dureté et leur simplicité. Au départ, les détectives durs étaient publiés dans des magazines à bas prix, que l'on n'hésitait pas à jeter. Le personnage principal de ces romans n'était pas un policier, mais un détective privé qui, dans les années 40, une nouvelle conception de la littérature criminelle s'est établie aux États-Unis. Les détectives durs étaient initialement publiés dans des magazines à sensation, sur du papier bon marché, que l'on n'hésitait pas à jeter. Le héros du roman policier dur n'est pas un policier, mais un détective privé qui utilise son argot unique. Sa manière de parler diffère considérablement de celle des personnages d'Agatha Christie. Par exemple, il est peu probable qu'Hercule Poirot puisse dire « Dis à ta nana de filer le fric ». L'un des principaux traits distinctifs du nouveau thriller américain par rapport au roman policier était non seulement le langage des personnages, mais aussi le style narratif. Les romans policiers modernes ressemblaient à des scénarios de films où les actions se déroulaient comme une séquence de plans, sans commentaires superflus. Cette solution novatrice contrastait fortement avec le classique roman policier britannique, où même la description d'un intérieur pouvait occuper plusieurs pages. Le genre policier est progressivement devenu de plus en plus pertinent au cinéma, y compris dans les films de style noir, les thrillers et les films d'espionnage. L'un des auteurs de films sur les meurtres les plus célèbres est Alfred Hitchcock. Ayant grandi dans une famille catholique pieuse en Grande-Bretagne, il a été confronté à de véritables crimes violents. Par exemple, le corps d'une jeune femme, devenue victime d'un meurtre, a été retrouvé non loin de chez lui. De plus, une femme nommée Addie Thompson venait à l'épicerie des Hitchcock et elle a ensuite été condamnée à mort pour avoir tué son mari. Ces histoires ont inspiré Alfred. Alfred Hitchcock
ayant grandi dans une famille catholique pieuse en Grande-Bretagne, a été témoin de véritables meurtres. Dans les films d'Hitchcock, le meurtre occupe souvent une place secondaire et ne sert que de point de départ à l'intrigue. Son approche rappelait en grande partie les romans sensationnels du XIXe siècle. Le réalisateur lui-même affirmait qu'il cherchait à provoquer chez les spectateurs une peur, une terreur ou un rire maximum. C'est Alfred Hitchcock qui a jeté les bases de la popularité du roman policier d'espionnage. Son film « La mort aux trousses », sorti à la fin des années 1950, a présenté aux spectateurs un personnage culte, James Bond. Le roman policier d'espionnage est resté pendant plusieurs décennies le genre le plus prisé, soutenu par des thèmes médiatisés de la guerre froide et de l'espionnage. Il existe une opinion largement répandue selon laquelle la violence dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo conduit à l'agression dans la vie réelle. Cette affirmation est souvent soulevée par des fonctionnaires et des politiciens après des crimes médiatisés. Cependant, l'histoire du genre policier démontre clairement que la culture de masse réagit aux événements sociaux, plutôt que d'en être la source primaire. Le genre policier n'est qu'un reflet de la réalité. La violence dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo n'est généralement pas la cause de l'agression dans la vie réelle. L'histoire du genre policier prouve que la culture de masse ne fait que refléter les processus sociaux, sans en être la source. Le roman policier représente une image du monde dans lequel il a été créé. Un des auteurs célèbres du genre a remarqué « Pour comprendre les mœurs de notre époque, l'historien du futur peut se tourner non seulement vers les documents officiels et les statistiques, mais aussi vers les romans policiers. » Il avait tout à fait raison. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'influence omniprésente des médias. Le roman policier moderne est principalement représenté par le genre true crime, qui est devenu particulièrement prisé au cours des 2 dernières décennies, à partir des livres et des émissions de télévision. Actuellement, Netflix et d'autres services de streaming produisent des documentaires qui rencontrent un grand succès. Il existe également de nombreux podcasts et chaînes YouTube consacrées à la thématique criminelle, sans oublier le classique du genre « L'enquête a commencé ». On ne sait pas à quoi ressemblera le roman policier du futur, mais il restera certainement pertinent. Ces histoires criminelles existent non seulement grâce à leurs créateurs, mais aussi grâce à l'intérêt du public. Le roman policier du futur apparaîtra inévitablement, et il a un avenir.